C'était le dernier dur à cuire de Grande-Bretagne. Un homme qui manipulait l'Angleterre et l'Amérique à sa guise. Né dans une famille plus riche que des nations entières, il a choisi de travailler en Afrique, disparu pendant 10 ans. Quand tout le monde le croyait mort là-bas, l'enfer s'est déchaîné. Il est revenu réclamer l'héritage de son père. Un legs assez puissant pour changer l'issue de la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Après avoir quitté l'église, Tom a cherché l'avocat de son père, Joseph. C'est lui qui lui a appris que l'héritage était un territoire appelé Nootka Sound, une terre convoitée par de nombreuses forces. Lors de la cérémonie funéraire, Tom a murmuré des mots dans une langue incompréhensible et s'est barbouillé le visage d'une poudre inconnue. Son comportement étrange a attiré l'attention d'une belle femme. C'était sa demi-sœur. Un jour plus tôt, elle était considérée comme l'unique héritière du domaine. Son mari avait même négocié un prix avec la puissante Compagnie des Indes orientales. Mais selon la loi britannique, un fils hérite avant une fille. Avec le retour de Tom, la transaction a été annulée. Le retour de Tom a aussi ravivé l'intérêt des factions puissantes. Après avoir enquêté sur ces 10 années passées, ils sont arrivés à une conclusion. Horrible, contre nature et certainement fausse. Cette nuit-là, Tom est retourné dans l'ancienne demeure de son père. Il y a retrouvé le serviteur qu'il avait vu grandir. Le seul homme en qui Tom pouvait avoir confiance. Ce Nootka Sound est une malédiction, et j'ai juré de faire quelque chose de très stupide. Le lendemain, Tom s'est rendu à l'ancien bureau de son père. Au moment d'ouvrir la porte, une femme l'a arrêté. Elle occupait les lieux depuis la mort de son père, y tenant un bordel. Quand elle a compris que Tom voulait récupérer son lieu de profit, elle a dit « J'ai des filles, mais j'ai aussi des hommes. Ils se battent comme des lions. Si vous avez un peu de bon sens, je n'ai aucun bon sens à offrir. » Ensuite, Tom a été invité à la Compagnie des Indes orientales, où il a rencontré Stuart, le président des affaires mondiales. Stuart n'a pas perdu de temps pour exprimer son désir d'acheter le terrain. La réponse de Tom fut un refus catégorique. Voyant l'indifférence de Tom, Stuart a fini par craquer. « Pourquoi n'ouvrez-vous pas simplement l'enveloppe ? » Bonne journée. Tom a ensuite engagé 2 fossoyeurs pour exhumer son père. Puis il a fait venir un médecin anatomiste pour découvrir la vraie cause de sa mort. Ce que personne ne savait, c'est que les 10 années de Tom en Afrique l'avaient exposé à des souffrances inimaginables. Un tourment qui lui avait aussi transmis d'anciennes compétences chamaniques interdites. « Tu n'es pas là, alors n'ose pas rester planté là. Aujourd'hui, j'ai du travail. » Le médecin avait terminé son examen. Le père de Tom n'était pas mort naturellement. Il était mort d'avoir consommé une grande quantité de poison en peu de temps. Tom a payé le médecin 3 pièces d'argent et lui a ordonné de réenterrer son père. « Si ce corps est utilisé à d'autres fins, je vous retrouverai et je vous tuerai. Je connais certaines choses sur la mort. » La prochaine étape de Tom était de rembourser les dettes de son père. Voici 520 € et 85 centimes. Vous ferez la queue dans l'ordre. À ce moment, une belle femme à la peau claire s'est approchée. Elle s'est présentée comme la veuve de son père, faisant d'elle la belle-mère de Tom, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée. Elle a même présenté des documents pour le prouver. Comprenant les implications, l'avocat l'a rapidement emmenée dans son bureau. Si les documents étaient vérifiés, elle aurait droit à la moitié de l'héritage, selon la loi locale. La nouvelle est parvenue à la Compagnie des Indes orientales, qui avait des yeux partout. Après le refus de leur offre d'achat du port, l'apparition de cette femme a ravivé leurs espoirs. L'avocat Joseph leur a apporté l'information cruciale qu'ils attendaient. Une dépêche est arrivée de Dublin. Le mariage est confirmé et légal. Bravo. Une actrice à la rescousse du puissant Est. Mais pour réussir, elle devrait intenter un procès, et ses chances de gagner n'étaient pas élevées. Le lendemain, Tom a découvert que le cheval blanc attaché devant sa porte avait disparu. Le voleur audacieux avait même laissé son nom. Tom connaissait trop bien ce nom, Atticus. À ce moment, un homme nommé Atticus est arrivé. Tristement célèbre comme le bourreau le plus notoire de Londres. Pour le bon prix, il tuait n'importe qui. Il a dit à Tom que quelqu'un avait payé pour prendre la vie de son père. Il s'est assis juste là où vous êtes maintenant et a dit « Et le vieux Horace de Lagny ?» Nos vœux à Horace, partout dans le monde. Et qui était ce gentleman ? Voyant qu'Atticus était un homme capable, Tom a décidé de le payer pour travailler pour lui. Ainsi, 2 durs à cuire ont uni leurs forces. Tard dans la nuit, Tom a remarqué quelqu'un qui le suivait. Quand il s'est retourné, il a découvert que c'était une petite fille. Elle avait entendu qu'un homme nommé Grand Croc d'Argent prévoyait de lui faire du mal. Elle a conduit Tom au bateau où Croc d'Argent était censé se trouver. Pour éviter d'alerter qui que ce soit, Tom a ancré son bateau au loin et a nagé jusqu'au navire. Quand il est monté à bord, l'homme n'était pas là. Puisqu'il était déjà là, Tom n'est pas reparti les mains vides. Il a versé de l'essence sur le sol et a mis le feu au navire. Quand il est retourné à son petit bateau, la fille avait disparu.
Le lendemain, il a rendu visite à la propriétaire du bordel, Agar, pour recueillir des informations. Agar a prétendu ne pas savoir où était Grand Croc d'Argent, mais elle savait pour qui il travaillait. Tom s'est rendu à l'adresse donnée par Agar, où il a rencontré le docteur Barton, un chirurgien au regard entendu. Tom a révélé l'autre identité de Barton, un espion américain infiltré en Grande-Bretagne. Quand Barton a demandé ce que Tom voulait, « Je veux une ligne de communication avec le président des 15 États d'Amérique ». Face à un fusil à double canon, même le coriace Tom a dû battre en retraite. Sur le chemin du retour, quelqu'un l'a pris pour cible. Un homme a fait semblant d'être un passant, mais Tom a vu clair dans son jeu. L'homme a menacé une femme et a commencé à la déshabiller. Tout ça parce qu'elle possédait cette terre tant convoitée qui pouvait enrichir n'importe qui. L'homme lui a promis une richesse inimaginable si elle signait un accord de transfert. On m'a dit d'attendre une meilleure offre. La veille, le corps d'un homme avait été trouvé sur la plage. C'était Grand Croc d'Argent qui avait attaqué Tom et avait été tué en retour. Pour envoyer un message aux autres tueurs à gages et les empêcher de travailler pour la Compagnie des Indes orientales, Tom a arraché le cœur de Croc d'Argent. Entre-temps, Tom s'est réveillé après avoir été soigné par l'espion américain, le docteur Barton. En tant que représentant des États-Unis, Barton espérait que Tom leur vendrait le terrain. Après le refus de Tom, Barton a décidé de le torturer. Mais il a gravement sous-estimé Tom. Quand la force brute n'a pas fonctionné, Barton a essayé la persuasion. « Alors, que voulez-vous, Tom ? Dites à Carlyle que je veux le monopole du thé. » Il aurait dû dire ça depuis le début. De retour chez lui, Tom a soigné ses blessures. La tentative d'assassinat de la nuit précédente lui a fait réaliser que toutes les factions étaient désormais désespérées. Il a fait livrer une lettre à la famille royale britannique proposant de céder le port à la nation. Pendant ce temps, la Compagnie des Indes orientales a reçu un document de l'avocat John. C'était le testament de Tom. Le testament stipulait qu'à sa mort, le port serait directement offert aux États-Unis en cadeau. Il est maintenant dans notre intérêt urgent de garder ce bâtard en vie. Peu après, un invité spécial est arrivé à l'ancienne maison de Tom. En tant que veuve de son père, elle avait réussi à revendiquer la moitié de la propriété du port, ainsi que la moitié des biens. Impuissant, Tom lui a permis de rester. Plus tard, alors que la belle-mère de Tom se préparait à rentrer après une représentation, elle a été arrêtée par une femme qui prétendait être une admiratrice. La femme l'a invitée à l'accompagner chez son idole. Après leur départ, la belle-mère a réalisé que la femme avait des motifs cachés. Un duc s'était intéressé à elle, et maintenant elle se dirigeait vers son domaine. La voiture s'est vite arrêtée. En descendant, la belle-mère a immédiatement été saisie et amenée devant le duc corpulent. « Vous le porterez pour moi ce soir. » Il semble y avoir un malentendu. « Je suis le duc de Richmond. Voici la potence avant la messe. » Tom savait que tout cela faisait partie du complot de la famille royale. La famille royale pouvait maintenant arrêter sa belle-mère et la forcer à céder la propriété du terrain. Effectivement, le lendemain matin, un groupe de gardes royaux est venu à la maison. « Que se passe-t-il ? Vous devez tenir bon. Tenez bon, regardez-moi. Je vais prévenir la Compagnie des Indes, et ils vous libéreront. Tenez bon. » Ainsi, la belle-mère de Tom a été emmenée. C'est ici que l'histoire reprend depuis le début. Juste au moment où les hommes allaient lui faire quelque chose, les agents de la Compagnie des Indes orientales sont arrivés. Ils étaient les seuls à pouvoir s'opposer à la famille royale à Londres. Si la belle-mère signait l'accord, il serait complètement coupé de Nootka Sound. Tom le savait et l'a utilisé à son avantage, permettant à sa belle-mère de s'échapper. Grâce à cet incident, la belle-mère de Tom a pleinement réalisé sa situation. Elle a décidé de ne pas se battre contre Tom pour le contrôle du port et a plutôt choisi de rejoindre son camp, s'unissant avec lui contre les autres forces. Ce soir-là, Tom et sa belle-mère ont assisté à un bal où il a rencontré sa demi-sœur et son mari. L'homme détestait Tom simplement parce que Tom avait pris l'héritage de sa femme. Enragé, l'homme a déversé sa fureur sur Tom. Mais Tom l'a facilement soulevé hors de la pièce par la peau du cou, comme un poulet. Réalisant qu'il était sur le point de devenir la risée de l'événement, l'homme a décidé de sauver la situation. « Je le déclare, je défie Sir James Delany en duel à mort. » Il semblerait que ma vie soit plus précieuse que la vôtre. Ayant entendu dire que la revente de poudre à canon était rentable, Tom a trouvé un fabricant de poudre et a jeté ses pièces d'argent restantes à George, lui demandant de travailler pour lui. George, n'ayant jamais vu autant d'argent, a accepté avec empressement. Le lendemain, les deux sont arrivés dans une ferme isolée, où ils fabriqueraient de la poudre.
George a d'abord goûté de la bouse de vache, puis a mâché des excréments de pigeons. Ils avaient aussi besoin de 200 litres d'urine comme matière première. Mais la partie la plus difficile était de raffiner le salpêtre. Au milieu du conflit entre la Grande-Bretagne et l'Amérique, tout le salpêtre était étroitement contrôlé par la famille royale britannique. Essayer d'en obtenir semblait presque impossible. Le seul endroit qui en avait encore était l'entrepôt de la Compagnie des Indes orientales. Après avoir renvoyé George, Tom s'est préparé à retourner en ville. Mais peu importe combien il tirait, son cheval blanc ne bougeait pas. Le comportement étrange du cheval a fait sentir le danger à Tom. Prudemment, il a avancé. Et peu après, un homme imposant est apparu de nulle part et l'a frappé d'un coup de pied. Les deux se sont battus, mais Tom a vite été submergé. Le lendemain, Tom a rendu visite à Agar au bordel, où il pourrait résoudre son problème de pénurie d'urine. Il a demandé à Agar d'amener les filles à la ferme, leur rappelant de boire beaucoup d'eau. Puis Tom a trouvé Atticus. « Je prépare un vol. Nous devons voler ça. » Cette nuit-là, une fille envoyée par Agar a frappé à la porte de l'entrepôt. Première escale, les tentations des tropiques. En même temps, une autre fille a scellé la salle de pause du garde de sécurité de l'extérieur. C'était bien, non ? Avec l'aide de Agar, Atticus et les autres ont pénétré dans la cour. Ils ont soigneusement transporté les conteneurs et se sont approchés de l'entrepôt où le salpêtre était stocké. Continuez à bouger, allez ! L'entrepôt a été pillé et les hauts responsables de la Compagnie des Indes orientales étaient furieux. Ils savaient que seul Tom dans tout Londres oserait faire une telle chose. Peu après, une prime élevée a été placée sur la localisation de Tom. Et la promesse d'une énorme récompense pour quiconque le trouverait en a attiré beaucoup à le traquer. Le premier homme chanceux à suivre, Tom l'a suivi dans la nature sauvage, mais l'a perdu à un coin. Maintenant, êtes-vous le roi ou êtes-vous la nouvelle compagnie ? Pour faire un exemple, Tom a sectionné l'artère de l'homme et s'en est allé. Pour s'assurer que personne ne le trahirait, Tom a décidé d'établir sa domination. Après tout, la Compagnie des Indes orientales payait bien trop. Tom a clairement fait savoir qu'il savait qui allait le trahir. Je sais lequel d'entre vous c'est. Parce qu'il ne me sera d'aucune utilité. Il ne sera d'aucune utilité. Je suis dans votre main, messieurs. Ensuite, Tom est allé au bordel de Agar. Il a d'abord sorti la moitié d'un pouce en guise d'avertissement, puis a sorti un diamant de sa poche. À vous de choisir. Même ainsi, il y avait encore ceux qui, poussés par la prime, n'avaient pas peur de la mort. À ce moment critique du conflit anglo-américain, la poudre à canon est devenue la ressource stratégique la plus recherchée des deux côtés. Tom, étant l'un des rares capables de produire de la poudre rapidement, est devenu le centre d'attention. Avant longtemps, l'espion américain Barton l'a cherché. Les nouvelles du front indiquaient qu'il n'aurait assez de poudre que pour 10 jours de plus. Cependant, en tant qu'Anglais, si Tom devait livrer la poudre aux Américains, ce serait considéré comme un acte de trahison. Juste au moment où Tom allait refuser, Barton a joué son atout. Il a récité l'emplacement exact de la ferme de production de poudre de Tom. Il s'est avéré que les gens de Barton avaient déjà infiltré le cercle de Tom. Si Barton devenait désespéré et révélait la situation à la famille royale britannique, Tom serait sûrement exécuté pour trahison. Après avoir reçu la promesse de Barton d'un passage sûr vers l'Amérique, Tom a accepté. Cependant, il a insisté pour que la poudre soit prête dans 8 jours. Tom a ensuite trouvé son chimiste George, qui a expliqué que produire de la poudre en si peu de temps nécessitait d'ajouter des chlorures. Cependant, la poudre avec des chlorures devait être remuée constamment 24 heures sur 24, et le remuage devait être délicat et stable. Même un pet qui passe pourrait causer une explosion. Et où obtenons-nous ce chlorure ? Tom a décidé de prendre le risque et a ordonné à George de travailler sur les chlorures. Le lendemain, Tom a fait venir des ouvriers pour prendre des équipes qui remuaient la poudre. Pour assurer la sécurité, avec tout le monde travaillant sans relâche jour et nuit, le premier lot de poudre a été produit avec succès. Pour transporter la poudre hors de Londres et l'envoyer sur les lignes de front, Barton a utilisé ses connexions pour répandre une rumeur massive. 6 personnes sont mortes du choléra. La scène a changé. Un convoi transportant 50 tonnes de poudre s'est mis en route. Ils sont arrivés aux portes de la ville après la tombée de la nuit. Malgré le fait que Tom ait informé les gardes que le chariot transportait des corps infectés par le choléra, les gardes ont insisté pour effectuer une inspection de routine. Bon travail mon garçon. À l'extérieur des portes, Barton attendait depuis un certain temps. Après avoir livré la poudre, Tom l'a averti. Si ma fabrique est découverte, je saurai où vous trouver. Le lendemain matin, au siège de la Compagnie des Indes orientales, ils ont reçu une nouvelle choquante. Le propriétaire de la ferme, cherchant la prime, avait signalé les actions de trahison de Tom. Annulé. Nous avons la fabrique de Delany.
personne n'a remarqué le secrétaire Fraga, assis nerveusement à côté. Après le travail, il s'est précipité vers Tom et a révélé tout ce qui avait été discuté lors de la réunion de la compagnie. « Je vais m'en occuper. Rentre chez toi. » Après avoir renvoyé Fraga, Tom est allé à sa fabrique et a ordonné à tout le monde de déplacer la poudre immédiatement. Cependant, George a refusé, citant l'instabilité de la poudre. « Nous partons maintenant parce que nous avons été trahis, pas d'excuses. » Pendant ce temps, dans une église de la ville, le prêtre a reçu son premier confesseur de la journée. À ce moment, Tom avait déjà transporté la poudre par voie d'eau. Comme prévu, les hommes de la Compagnie des Indes orientales sont repartis les mains vides. En représailles, ils ont détruit le seul navire de Tom, qui était gardé par les hommes d'Atticus. Cette nuit-là, Tom a confronté Atticus, exigeant une explication. « Tu étais censé garder un navire. Laisse ce corps là où il sera trouvé. Tu peux garder le cœur. » De mauvaise humeur, Tom est allé sur les berges pour se défouler, accompagné de Winter, la fille de Hagar. Elle était là pour apporter du vin à Tom. Après avoir bu, Tom s'est évanoui et a dormi toute la nuit. Quand il s'est réveillé, il a été accueilli par le corps sans vie de Winter. Il a regardé de loin alors que d'autres priaient pour elle, sachant que Hagar devait maintenant le considérer comme un meurtrier. Il n'y a aucune certitude qu'elle l'ait fait. Il n'y a aucune certitude qu'il ne l'ait pas fait. Effectivement, le lendemain, Hagar a visité la Compagnie des Indes orientales et a révélé tout sur la fourniture de poudre de Tom aux Américains. Trahison! Haute trahison, messieurs! Après le travail, Fraga a précipitamment dit la nouvelle à Tom, mais Tom semblait l'avoir déjà anticipé. Il est allé dans une taverne et a dit à un acteur, très vite, très discrètement. Les forces spéciales envoyées par la famille royale étaient arrivées. Ils ont arrêté Tom pour trahison. Selon la loi britannique, une fois qu'un criminel avoue sa trahison, tous ses biens sont confisqués par l'État. Avec ça, le tant convoité Nootka Sound deviendrait le leur. Pour forcer Tom à avouer, ils l'ont soumis à une torture inhumaine, avec un médecin en attente pour fournir une assistance médicale. Mais Tom a compris que s'il cédait, il perdrait vraiment sa vie. Il a insisté pour rencontrer Stuart, le président de la Compagnie des Indes orientales, et a promis qu'après la réunion, il avouerait personnellement ses crimes. Face à cette machine qui semblait imperméable à la douleur, il n'avait pas d'autre choix que de se conformer. Peu après, Stuart est entré dans la cellule de prison. Tom l'a menacé, exigeant que les accusations contre lui soient abandonnées et que Hagar soit libérée. De plus, il exigeait qu'un navire soit préparé pour qu'il puisse quitter la Grande-Bretagne. Il y a 10 ans, Stuart avait été impliqué dans le commerce illégal d'esclaves. Lors d'un voyage en mer, un désastre s'est produit et plus de 100 esclaves ont péri en mer. Tom était le seul survivant. Si Tom exposait cela, la Compagnie des Indes orientales ferait face à la condamnation de tous les coins de la société. Vous avez 4 heures. De retour à la compagnie, Stuart a immédiatement ordonné à ses hommes d'exécuter les demandes de Tom. Ils ont envoyé Hagar et son compagnon hors de la ville, où ils ont été remis à Atticus et ses hommes. En guise de retour de faveur, Atticus les a fait taire, réglant la situation pour Stuart. Pendant ce temps, Tom est sorti de prison, Stuart ayant retiré toutes les accusations contre lui. Tant qu'il recevait le sauf-conduit promis par Barton, il pourrait quitter la Grande-Bretagne à bord d'un navire fourni par la Compagnie des Indes orientales. Mais Barton, ayant d'autres plans, a exigé que Tom échange Nootka Sound contre le passage sûr. Il s'est avéré que Barton n'était pas seulement un espion américain, mais aussi un agent pour la Compagnie des Indes orientales. Il avait travaillé pour Stuart depuis le début. L'agent double Barton a connu une fin sinistre. Et les compagnons de Tom étaient prêts avec toutes les provisions. Ils devaient juste attendre que le navire de la Compagnie des Indes orientales arrive pour partir. À ce moment, l'un des hommes de confiance de Stuart est arrivé avec les documents de passage. Pendant ce temps, le régent royal a émis une sentence de mort pour Tom. Mais Tom avait déjà tout anticipé. Il a ordonné à ses gens de se mettre en embuscade et de se préparer pour la bataille. Bientôt, un groupe de forces spéciales britanniques est arrivé au quai. Et avec une explosion, la guerre de Tom avec la famille royale a vraiment commencé. Ils ont gardé les portes de la ville, repoussant vague après vague de forces spéciales. Pour leur survie, tout le monde, vieux et jeunes, hommes et femmes, a pris les armes pour combattre. Même le timide George s'est battu furieusement. Tom et Atticus, traînant George, se sont précipités vers le navire. Mais les soldats rusés ont bloqué le seul point d'embarquement. Juste au moment où ils étaient dans l'impasse, le navire a lentement commencé à quitter le quai grâce à l'effort uni du groupe. En même temps, Stuart a reçu un paquet adressé de Barton. Il croyait être le vainqueur final. L'Amérique puis vers Delaney aux Açores. Je pensais que la poudre était pour les Américains.
Nous sommes américains. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner